Et c'est donc l'heure de lire la politique. Luce Perrault reçoit Dominique Régnier. Bonjour Luce. Bonjour Rudy. Alors Dominique Régnier, vous êtes le directeur général de la Fondapol, c'est-à-dire la Fondation pour l'innovation politique. Vous publiez une enquête énorme, planétaire, et vous avez raison, sur les libertés au pluriel, à l'épreuve du siècle. Qu'est-ce qui vous a amené, dans votre réflexion, dans votre démarche, à lancer cette immense enquête ? Écoutez, moi, je vous réponds, Luce Perrault, en partageant un sentiment avec les auditeurs. Ce qui m'a amené à cette enquête, c'est l'impression que nous sommes entrés dans un cycle historique nouveau et à bien des égards inquiétant. Et au fond, cette idée, elle est que nous avons passé un cycle qui a commencé avec l'effondrement des régimes totalitaires après 1945, pas de tous, mais on ne va pas faire le détail de cette histoire-là, en tout cas l'effondrement du régime nazi en 1945 et des fascismes, et qu'après on a vu se construire un monde plus démocratique, plus exigeant, et on a vu les démocraties peser beaucoup sur la manière dont le monde fonctionnait, et en particulier grâce aux États-Unis et à leur rôle absolument central, irremplaçable et précieux. Et les Nations Unies aussi, qui veillaient. Mais qui sont d'une émanation de tout cela. Voilà, c'est absolument. La Société des Nations, pensée par Wilson. Bref, un monde démocratique. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une idée démocratique de la diplomatie mondiale. Et puis, depuis quelques 10, 15 ans, peut-être 20 ans, c'est pas très facile à dater, le décor tourne. On voit autre chose. On voit des démocraties qui sont à la peine, au plan intérieur, avec des crises profondes, répétées, parfois même stupéfiantes. Je pense au 6 janvier 2020, avec l'attaque contre à Washington contre le Capitole, cette scène inouïe qui reste dans nos mémoires et qui n'a pas cessé en quelque sorte d'agiter le pays. Je pense aussi aux scènes de violence que l'on peut voir en France de manière répétée, les agressions d'élus. L'Arc de Triomphe saccagé. L'Arc de Triomphe, merci Luce Perrault. Ça vous laisse sans absolument. voix. Je pense aussi, je ne le dis pas parce que je suis sur cette antenne, mais parce qu'on va bientôt publier un travail là-dessus avec EJC. Je pense aussi à la question de l'antisémitisme qui prospère dans le monde démocratique. On a bien au populisme au pluriel, on a bien des raisons. On a bien des raisons de s'inquiéter au plan interne de nos sociétés et aussi au plan externe, parce que nous sommes désormais face à des puissances non démocratiques, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, qui sont manifestement convaincus que le temps a changé, que le cycle démocratique s'épuise et qui sont pressés de prendre la place des démocraties dans les organisations internationales, de refaire un monde plus à leurs mains et, j'ajoute ça Luce Perrault, pressés de voir s'éteindre les unes après les autres les démocraties, parce que ces démocraties, ce sont des expériences de liberté que les régimes autoritaires ne veulent plus voir, bien sûr, puisqu'elles inspirent leur propre peuple. Alors, est-ce il y a une contradiction dans l'histoire, justement, de la conquête des démocraties. Elles ont réussi, elles se sont imposées, c'était le camp du bien. Et en 1989, l'apogée, si je puis dire, de cette lutte du bien contre la guerre froide, les régimes autoritaires, c'est la chute du mur de Berlin. C'est le triomphe de la démocratie, de la liberté, et en même temps de ce que l'on a pu appeler les droits de l'homme. On peut circuler librement d'un pays à l'autre, la fin du rideau de fer. Et la gloire de la mondialisation en même temps. Est-ce que c'est pas là tout d'un coup que, vous disiez 15 ans, est-ce que c'est pas tout d'un coup là que les choses ont commencé à se détraquer ? Il n'y avait plus d'ennemis en face. Oui, On n'a pas vu venir la Chine. C'est une cause, bien sûr, vous avez raison, sans aucun doute. On ne l'a pas vu tout de suite, puisqu'on s'est réjoui, et à juste titre, bien sûr, de l'effondrement de ces tyrannies qui ont tout raté, que ce soit la liberté, on le sait, l'économie, mais aussi l'écologie, on ne le dit pas assez. Ce sont des régimes qui étaient destructeurs de l'environnement. On a eu l'espoir tous que le monde faisait une marche vers un meilleur commun. C'était le discours de Gorbatchev. Oui, ça s'est quand même passé. L'humanité s'est enrichie. On a moins de
même si ça revient un peu, hélas, là, aujourd'hui, on a moins de personnes qui meurent de la malnutrition ou de famine. Il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Il ne faut pas les oublier parce que sinon, on fait un tableau qui n'est pas juste de la situation. Mais clairement, nous n'avons pas anticipé la réapparition de projets de puissance, de projets impérialistes, de projets menaçants, et la capacité, et ça c'est la grande découverte, la capacité de régimes autoritaires ou totalitaires à adopter complètement la globalisation, l'économie capitaliste, alors que ce n'était pas le cas de la Russie soviétique. Hein. Ah, pas du tout. Donc là, on a des modèles... Il y a quelque chose qui a basculé. Absolument. On a un modèle... La Chine est un exemple pur de ce point de vue-là. On a un modèle parfaitement totalitaire qui excelle dans le capitalisme, qui excelle dans les biotech, dans la high-tech, dans l'IA, dans les algorithmes. Ils le font très très bien, au moins aussi bien que nous, probablement mieux ici ou là, et ils sont totalement fermés à la liberté. Mais ils ont donc désormais l'ordre de la puissance pour nous dominer, puisque... économiquement, au moins. Économiquement, et puis il y a des pressions. Hong Kong, c'est fini. Hong Kong, c'est fini. Et c'est une affaire de répression. La pression sur Taïwan, on la connaît tous. Il n'y a pas de liberté en Chine pour personne. Bref. Et les Chinois, le gouvernement chinois, pas les Chinois, mais Xi Jinping et son gouvernement, sont extrêmement durs avec beaucoup de... Le gouvernement et le parti. Le parti, qui ne fait qu'un. Très dur avec beaucoup de leurs compatriotes. Très dur avec les Ouïghours. Très dur avec les minorités religieuses en général. Bref, c'est un régime qui est à contre-pied de nos propres valeurs et qui nous défie. Parce qu'il continue à jouer un rôle économique majeur. Alors, on voit parallèlement, il y a l'installation au sein de l'Union européenne, qui est quand même l'idéal des pays libres. C'est ce qui a fait rêver les pays satellites de l'ex-Union soviétique du temps de la glaciation, comme on disait. Et puis, dans les pays libres, également, la montée d'extrême droite, la montée du populisme, qui déstabilise en même temps les démocraties. Comment cela s'est-il produit ? On a l'impression qu'on le découvre maintenant seulement. Alors c'est un phénomène qui est de grande ampleur, de longue durée, vous avez raison de le signaler. On peut repérer... Les chiffres sont éloquents dans votre étude. Oui, on peut repérer, disons, l'émergence durable et non pas éphémère ou enfiévrée, passagère du populisme dans les démocraties. Ça fait maintenant 30 ans quasiment que c'est apparu et que c'est resté, parce que ça peut apparaître et disparaître, ça s'est déjà vu, que c'est apparu, que ça s'est propagé et que c'est resté, grosso modo. Là, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont à mobiliser. On ne peut pas essayer de les lister tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de facteurs et certains sont de la responsabilité des gouvernants. On ne peut pas, j'en ai la conviction, on ne peut pas demander aux Européens d'être les seuls dans le monde globalisé à ne pas avoir de frontières. C'est pas possible. Si vous dites ça aux Européens, ils vont vous redire, comme ils le font aujourd'hui, Schengen. On voudrait des frontières, protégez-nous. Si vous leur répondez, nous sommes une civilisation ouverte, etc., pas de frontières parce que c'est mal, ils vont vous dire maintenant, puisque c'est comme ça, on va mettre au pouvoir des personnes qui en ont l'obsession. C'est une responsabilité des gouvernants d'inventer des frontières européennes qui soient efficaces, qui protègent de l'extérieur, qui soient ouvertes quand on le décide, qu'on puisse accueillir et qu'on puisse aussi fermer les frontières pour être sous protection. Parce que les Européens, les pauvres, ils sont à la fois victimes d'une globalisation économique, et puis il n'y a pas de frontières pour les protéger de rien du tout. Et on leur demande, bien écoutez, courage, c'est la globalisation. Faites avec. Vous êtes les seuls. Essayez de rentrer en Chine, essayez de rentrer en Russie, essayez de rentrer aux États-Unis. Mais même, j'allais vous dire, aux États-Unis je vous surtout. le dis tout de suite, essayez de rentrer dans les pays non européens, vous n'y parvenez pas sans difficulté, etc. Donc il y a un problème majeur et que obstinément les gouvernements de droite et de gauche d'ailleurs ont ignoré et c'est une responsabilité coupable. Est-ce que c'est le signe également d'une nouvelle guerre froide ? Alors il y a l'espace Chine, confrontation avec les États-Unis, lutte pour l'influence dans le continent indo-asiatique, et puis Poutine qui joue sa carte contre l'Europe, lui, carrément, et qu'il les fasse des négociations sur l'Ukraine, par exemple, avec Joe Biden directement. On est obligé de faire la différence entre la Chine et la Russie, bien sûr, puisque la Chine est une puissance
réelle, je dirais, et dans tous les registres, même si ce pays a des faiblesses. Et je dirais que ce n'est pas tout à fait la guerre froide, c'est différent, je vous dirai la raison. Il me semble que la guerre froide n'a jamais fait mystère, si je puis dire, du vainqueur à la fin. On n'a jamais vu, on a pu imaginer une guerre atomique entre les États-Unis et l'URSS, mais guerre impossible, paix improbable, ou l'inverse, selon la formule de Raymond Aron. Mais l'URSS n'a jamais eu le sentiment, ni donné le sentiment qu'elle allait dominer le monde et le refaire à sa main. Pour ce qui concerne la Chine, c'est pas sûr, parce qu'il y a les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc c'est une situation qui est nouvelle et qui appelle de la part des Occidentaux, Européens, Américains et autres d'ailleurs, qui appellent une adaptation de leur jugement et de leur comportement dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, Luis Perrault. Moi, je suis frappé de voir à quel point, et notre enquête le montre, ça, en Europe, on est dans une culture irénique. C'est la partie du monde qui redoute le moins qu'une guerre éclate. Alors, c'est très curieux parce que je trouve que nous serions, au fond, grosso modo, dans la moyenne, c'est-à-dire 50% des personnes que nous avons interrogées qui craignent une guerre bientôt. Les Européens, de mémoire, c'est 28%. On est quand même très, très loin. Il n'y a aucune raison d'avoir cette espèce de tranquillité d'esprit. C'est comme si nous avions renoncé à nous battre pour défendre nos valeurs. C'est ça que je lis là-dedans. Oui, et en même temps, dans cette étude, on découvre que les habitants, enfin les citoyens des pays démocratiques, ce qu'ils redoutent le plus, c'est quand même la délinquance, le terrorisme, l'islamisme politique, avec en tête l'angoisse de menaces d'attentats sanglants, comme il y en a eu dans toute l'Europe. Donc, oui, ils ont peur de la guerre, ils ont peur du terrorisme, ils n'ont pas peur de la guerre. Ils ne font pas d'ailleurs le lien entre les deux, ce qui est dommage. Et vous avez tout à fait raison de préciser ce point. Le résumé que vous faites est tout à fait exact. Et ça signifie que les Européens, au fond, sont dans une demande de police. Ils ont raison. Il faut frontières, intérieures, vous voyez, pour faire face à ces dangers qui sont intérieurs, parce que le terrorisme fleurit beaucoup sur le sol européen, hein, on le sait. Et puis aussi un terrorisme importé, parce qu'on passe aisément, etc., etc. Mais c'est une chose, et il faut y répondre. Autre chose aussi, à laquelle il faut répondre également, c'est de constituer une capacité militaire européenne. Je ne dis pas une armée européenne, c'est compliqué. Pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, des armées nationales capables. Depuis le Brexit, on peut le rappeler, la deuxième armée capable en Europe, c'est le Royaume-Uni. Après la France, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Alors ça n'empêche pas la coopération militaire, mais c'est plus compliqué. Poutine nous regarde comme un continent idéalisant le monde, en quelque sorte, hein, irénique, je l'ai dit, désordonné, désorganisé. Il en fait un peu, lui, beaucoup dans la communication, parce que son pays est très fragile. C'est sa façon de faire. Je rappelle que c'est la richesse d'un pays comme le Portugal, la Russie, donc il n'a pas la puissance de ses mots, si je puis dire, mais il a un comportement agressif qui peut créer des problèmes sérieux. Très sérieux. On l'a vu, pour la France, pour l'Europe en tous les cas. Je reviens sur l'effacement de l'Europe dans les négociations entre Biden et Poutine, justement. Oui, Est-ce que ça veut dire que les États-Unis n'ont plus l'idéal démocratique et ne sont plus les faiseurs de paix ? Le grand élément préoccupant, c'est évidemment celui-là. Le Trumpisme n'est pas l'affaire de Trump, c'est l'affaire des États-Unis. Ça s'appellerait autrement si... Obama déjà. Un autre que Trump. Obama, dans un registre très différent, a largement squeezé l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, le plus préoccupant, c'est de voir les États-Unis capables de défaire ce qui a fait leur grandeur et leur puissance, c'est-à-dire de défaire leur démocratie interne. Ça paraît curieux de dire cela, mais enfin, il y a des raisons d'être très inquiets quand même pour l'avenir à court terme des États-Unis, qui sont dans une situation sans précédent depuis leur naissance. Et donc, si cette partie-là, évidemment, se fragilise, et c'est probablement ce que pressentent Russes, Chinois, Iraniens et Turcs, si cette partie-là se fragilise, les Européens comptant sur eux-mêmes seulement, ça ne vaut pas grand-chose, puisque les Européens ont pris l'habitude de compter sur les États-Unis. Donc là, il y a quand même
objectivement, il me semble que c'est... Pendant tout le XXe siècle. Oui, il me semble que là, c'est un constat qu'on peut faire collectivement. C'est-à-dire, nous entrons dans une histoire beaucoup plus incertaine, beaucoup plus défavorable aux démocraties, qui n'ont pas été suffisamment prudentes dans le passé. Et vous pensez que la Turquie, qui est quand même dans l'OTAN, c'est pas un problème majeur aussi pour l'Europe? C'est un problème majeur, oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Non, mais vous avez 100 fois raison, Luce Perrault, il n'y a rien à dire de plus que ce que vous venez de dire là. C'est tellement compliqué. Et la Turquie, c'est pas Erdogan. C'est une partie de la Turquie, Erdogan. Il faut voir ce qui va lui arriver. En interne, c'est pas facile. La Turquie va mal au plan interne, et on ne s'en réjouit pas, bien sûr. La Turquie va mal, l'inflation est terrible, le pouvoir d'achat s'est effondré, les Turcs souffrent beaucoup. Et donc peut-être que cela peut contraindre Erdogan à une politique beaucoup plus raisonnable. Peut-être même que cela peut conduire les Turcs à se choisir d'autres directions dans les années qui viennent. Il faut attendre cela. Si les élections ne sont pas truquées, on verra bien. Mais c'est un sujet que la Turquie soit obligée de basculer de plus en plus dans un régime autoritaire parce que sa population soutiendrait de moins en moins une politique, je dirais, au fond, de défis dont le pays n'a pas non plus la force. Et ce sont moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des pays qui se lancent comme ça dans des batailles dont il n'a pas la puissance, la Russie comme la Turquie, parce qu'ils sentent bien qu'en face, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est en train de se défaire. Et donc c'est une opportunité historique qu'ils vont tenter de saisir. Et il la saisit, effectivement. Est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être ? En tous les cas, dans cette étude... les gens, vous avez vu que les personnes... on a interrogé pratiquement 50 000 personnes. Et donc, les personnes qui sont dans un pays membre de l'OTAN, ils tiennent. Oui, mais ils n'y croient plus vraiment. Ils sont perturbés, par exemple, très clairement, par le comportement de la Turquie. Donc, ce que veulent probablement les citoyens dans les démocraties qui sont membres de l'OTAN, c'est que l'OTAN persiste parce que c'est une façon de les protéger, sans parler de l'Europe de l'Est, qui est vraiment attachée... de manière extraordinairement forte à l'OTAN. Presque viscérale. Viscérale, et c'était le mot que je recherchais, merci beaucoup, c'est ça. Les États-Unis aussi, qui le souhaitent. Donc c'est quand même une assise qui est forte, qui est solide. C'est le doute, là encore, politique, des responsables politiques, qui fait qu'on peut se demander si l'OTAN, ça peut exister encore ou disparaître. Mais sinon, la structure, elle est nécessaire. Alors, il y a aussi une grande surprise dans cette étude, c'est que le Canada est le pays qui se méfie le plus des États-Unis. Expliquez-nous. Je ne suis pas toujours capable de donner l'explication des réponses. Mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est très intéressant. Parce qu'ils ont des frontières communes. Ils ont des frontières communes. Les États-Unis... Une langue commune, presque. Si, une langue commune, vous avez raison. Les États-Unis ne ménagent pas du tout le Canada. Et donc, les Canadiens ont été très surpris. Ils ont été traumatisés par la phase trumpiste. Ils ne sont pas rassurés par l'évolution des États-Unis, j'en ai parlé. Ils ne sont pas rassurés par l'évolution du Parti républicain qui semble perdu. Et ils ne sont pas rassurés par l'évolution du Parti démocrate qui semble s'abandonner à une sorte d'extrême gauche inquiétante. Donc, ils ne sont pas rassurés par les conditions dans lesquelles Kaboul a été évacué, l'Afghanistan abandonné. C'est ce que j'allais vous dire. Les images de Kaboul ont dû jouer énormément. Ils étaient impliqués quand même, comme d'autres là-bas. Ils ont été surpris, ils n'ont pas été informés, préparés, etc. Enfin, tout ça n'est pas rassurant. On ne sait pas très bien ce que veulent les États-Unis, ce dont ils sont encore capables. C'est certain, certainement un des éléments les plus saillants de l'étude, cette espèce de fragmentation même du territoire, je dirais, enfin de la zone réservée des États-Unis. Absolument. Où la Chine est très présente, il faut le rappeler. Alors, l'Afrique était aussi la zone réservée de l'Europe et des États-Unis. C'est la Chine maintenant qui prend le relais. La Chine est très, très offensive, elle est très engagée en effet. Donc là aussi, est-ce une menace pour l'Europe? C'est une menace. La Russie, c'est pareil. On a beaucoup parlé de Wagner. C'est pareil. La Russie, la Turquie aussi. La Turquie, la Chine, la Russie sont très engagés en Afrique. Eh bien, c'est pareil. On sent bien que les Européens, les Occidentaux, les Américains sont en train de faiblir et de s'y intéresser moins ou de se sentir moins capables. Et donc, on prend la place. Et si nous regardons, eh bien, nous finirons par être ramenés à peu de choses. Autre alliance vraiment immémoriale, celle des États-Unis et d'Israël. Et on se rend compte que cette alliance-là aussi s'effrite, s'amoindrit, et que
les relations entre la Chine et Israël sont très présentes. Oui. Mais les relations entre la Chine et Israël sont très importantes, très présentes, parce que les relations entre la Chine et l'Iran sont également très importantes, et que chaque pays aujourd'hui doit aménager, je pense ici à Israël, doit aménager les conditions de sa sécurité lorsque il y a une telle redistribution du pouvoir qui semble être à l'œuvre. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est beaucoup plus compliqué que la guerre froide. Nous sommes dans un moment qui va durer quelques années, peut-être 2-3 décennies, je n'en sais absolument rien, mais c'est un temps très court finalement, où le pouvoir planétaire va être redistribué. Et donc, tout pays a le devoir de considérer un environnement flottant, fluctuant, et comment il peut, dans cet environnement indécis, assurer sa sécurité, sa survie. Tout pays. Les Européens devraient faire la même chose, les Français aussi. Je veux juste dire un mot, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut quand même préciser que s'il y a un pays qui se démène en Afrique pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, c'est la France. C'est la France, absolument. Et ça, il faut quand même, sinon on est complètement ingrat. Et nous avons même des soldats qui perdent la vie récemment, et pour essayer de contenir la poussée islamistes dans des pays qui seraient abattus si cette poussée se poursuivait. Alors, dans ces nouveaux rapports de force géopolitiques mondiaux, la marginalisation, en quelque sorte, des anciennes grandes puissances européennes provoque l'angoisse dans ces pays qui étaient des pays très puissants, et même dans les royaumes scandinaves, Danemark, tout ça, l'angoisse d'un vrai déclassement économique. Ça vient d'où ? Parce que le niveau de vie est quand même Encore un des meilleurs niveaux de vie du monde. Le niveau de la santé également. Oui, enfin, déjà en France, on voit que c'est moins bien que ce qu'on avait imaginé. Oui, mais... je ne parle pas du Covid, je parle de l'état d'hôpital. Rien ne se maintiendra qui ne sera pas défendu, de toute façon. Et donc, les Européens ne peuvent pas à la fois, comme ils le font aujourd'hui, même si je suis un peu sommaire, parce qu'il faut aller vite, mais les Européens ne peuvent pas à la fois ne pas croire à la puissance militaire, ou ne pas le vouloir, ne pas croire, au fond, aux biotechnologies, ne pas croire au nucléaire, voyez, ne pas croire à tout ce qui fait la puissance du XXIe siècle, pour prendre quelques exemples, et s'étonner ensuite d'éprouver un sentiment de déclassement, d'ailleurs économique et général. Ce qui fait le monde aujourd'hui, c'est la puissance militaire, c'est la puissance scientifique, c'est la puissance technologique. Nous n'avons pas de big tech. Nous n'avons pas de capacité à inventer c'est marrant, je dis que je suis un peu injuste en disant cela, mais grosso modo, en tout cas, ce n'est pas les Français. Sur le plan des biotechnologies, on est très marginalisés dans le monde, les Européens dans leur entièreté, et les Français... En général, les pays d'Europe. En général, et les Français encore plus, hélas. Et donc, à force de ne pas se soucier de tout cela, à force de laisser, au fond, et la puissance par la connaissance, la puissance par l'économie, la puissance par l'armée aller ailleurs et disparaître chez nous, on ne peut qu'être déclassé. Alors, justement, c'est un peu contradictoire avec un autre résultat important de cette étude, c'est que l'Europe et l'idée européenne rassurent davantage que les institutions nationales. Alors, je dirais, vous avez raison de pointer cet aspect, Luspero, c'est très intéressant. Je ne dirais pas que c'est contradictoire, je dirais que c'est la conséquence. Les Européens de l'Union européenne sont de plus en plus attachés, c'est la troisième fois qu'on le mesure, nous, sont de plus en plus attachés à l'Union. La zone euro est de plus en plus attachée à l'euro. C'est, à mon avis, très pragmatique. C'est l'idée que si on ne coopère pas ensemble, les 27 pays, de manière intime, pour fabriquer ce que moi j'appelle une puissance publique supplémentaire, pas à la place des pays, mais en plus, qui serait capable aussi de contribuer à la sécurité, au numérique, etc., ce à quoi on s'emploie beaucoup tout de même. Mais si on n'est pas capable d'avancer très vite sur ces sujets-là, nous serons dépossédés. Les Européens le sentent, les peuples ont cette intelligence-là. C'est ce qu'ils disent quand ils nous disent qu'ils sont plus attachés encore à l'Europe. Et c'est une bonne nouvelle pour contenir les populistes. Bien sûr. Parce que les populistes, eux, jusqu'ici, leur spécialité, c'était de dire sortons de l'Europe, sortons de l'euro. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne le veut pas. Les gens ne le veulent pas. Si ça change, et ils plébiscitent l'euro également. Absolument. Alors, l'idée de défense européenne sort aussi renforcée. Oui. Ça vient du terrorisme ou de la pression des autres puissances. Oui, Luspero, c'est la perception de ce monde dont on parle depuis le début de notre échange. Les Européens ont compris que nous étions dans un monde
plus dangereux, et il ne voit pas les raisons pour lesquelles il deviendrait moins dangereux au cours de l'existence qui nous est donnée à chacun. Et donc, c'est ça aussi la conséquence. Et chacun imagine bien que face à des puissances militaires considérables ou à des pays très déterminés, nous ne faisons pas le poids. Alors, on a évoqué un certain nombre de choses. Il y a quand même, quand on lit et on voit les chiffres, une forme de résistance de l'idéal démocratique. Absolument. Et surtout en Europe. Absolument. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est l'aspect réjouissant de cette enquête. Les personnes que nous avons interrogées, je veux dire deux choses très simples, parce que le temps passe, mais d'une part, critiquent la démocratie comme elle fonctionne chez eux, mais au nom de l'idéal démocratique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait critiquer la démocratie pour exiger l'avènement de régimes autoritaires. Ça n'est pas le cas. Et deuxième bonne nouvelle, extraordinaire, qui moi m'a étonné, c'est quasiment unanime. Je veux dire 95%, 96%, 98% des personnes que nous avons interrogées nous disent que sur telle liberté, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, de choisir pour qui on veut voter, c'est indispensable. Donc là-dessus, ça ne recule pas. C'est même plus fort que jamais. Peut-être qu'il y a un effet Covid, parce qu'on a perdu un peu la liberté. Peut-être qu'il y a un effet de compréhension de la fragilité du monde démocratique, pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Oui. Mais c'est une affirmation extraordinairement rassérénante. Et unanime en Europe. Et unanime, et dans le monde d'ailleurs. Et j'espère que les élus vont sentir et partager cet attachement forcené à ce qui fait notre civilisation, aux libertés. Justement, pour conclure, Dominique Régnier, liberté au pluriel, c'est l'affaire urgente du siècle, c'est le titre que vous avez donné à cette étude. Comment, nous sommes à la veille de présidentielle en France, il y a eu des élections en Allemagne au printemps dernier, comment percevez-vous le fait que ce soit les partis populistes qui s'emparent du thème des libertés? Parce que, alors je vous fais une réponse rapide, elle est sans doute sommaire, mais ça me vient à l'esprit en vous écoutant, Luce Perrault, parce que les partis populistes sont ceux qui mobilisent le plus la référence à la puissance. Et qu'il n'y aura pas de puissance si nous n'en avons pas... Il n'y aura pas de liberté, si nous n'en avons pas la puissance. Il faut de la force pour être libre. Il ne faut pas compter sur les autres pour être libre. On ne vous rendra jamais libre, ou c'est très difficile, par bienveillance ou bonne volonté, en tout cas pas entre les nations. Et donc, les populistes exhibent à leur manière, avec toutes les contradictions, les aspects absolument insupportables de leur discours, on ne va pas le développer là, bien sûr, mais ils exhibent sans cesse cette idée de la restauration de l'autorité, de l'État, de la puissance, etc. Là, il y a quelque chose qu'il faut que les autres candidats prennent à bras-le-corps, prennent en charge et réalisent surtout. Alors, liberté au pluriel, l'épreuve du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. C'est vraiment une énorme enquête, tellement riche d'enseignements. Il ne faut vraiment pas passer à côté avant d'aller voter. Il faut réfléchir à notre avenir. C'est capital, à notre avenir de Français, à notre avenir d'Européens. Et c'est à découvrir sur le site de la Fondation pour l'innovation politique, fondapol.org. Voilà, on le télécharge librement. Bien évidemment, c'est une fondation dédiée à la recherche politique, donc c'est gratuit. Absolument, c'est une fondation à but non lucratif. Merci Dominique Régnier. Merci Luce Perrault.